on s'intéresse aux questions d'âge et de santé-sécurité, ce qui vous vient tout de suite à l'esprit, bien sûr, c'est le vieillissement de la main-d'œuvre. Alors, effectivement, on a la chance, avec plusieurs données sur l'enquête de la population active, de pouvoir illustrer de façon plus visuelle un peu ce phénomène de vieillissement de la main-d'œuvre qui touche la population en emploi. Alors, en 86, par exemple, si vous voyez cette courbe, il y avait une majorité de travailleurs qui se retrouvaient dans la tranche d'âge des moins de 35 ans. Et à cette époque, en fait, les 45 ans et plus ne représentaient qu'à peu près 24 de cette main-d'œuvre en emploi. Évidemment, du fait de la structure d'âge, du fait aussi que ce vieillissement relatif des personnes en emploi est lié à à la baisse de la fécondité qui a suivi le baby boom, bien, dans les milieux de travail, ces travailleurs continuent à vieillir. Et en 96, bien, la proportion des travailleurs de 45 ans et plus atteignait 30 En 2006, évidemment, cette proportion augmente. On retrouve maintenant on retrouvait à cette époque-là près de 39 des travailleurs de 45 ans et plus. D'après mes amis démographes, on atteignait presque un sommet à ce niveau-là, mais on allait effectivement, dans les prochaines années, continuer à voir apparaître de plus en plus de travailleurs de plus de 50 ans dans les milieux de travail. Ça, c'est l'espèce d'image globale qu'on a de l'évolution, en fait, de l'âge de la main-d'œuvre dans nos milieux de travail. Je vous amènerai maintenant à essayer de scruter un peu plus à fond ces données sur le taux d'activité. Ça nous permet de cibler d'autres petites problématiques qui ont eu effectivement une influence sur certaines études terrain qu'on a pu réaliser. Quand je vous parle d'études terrain, je réfère plus particulièrement dans le cadre de cette présentation aux études qui sont réalisées par les ergonomes, souvent aussi avec des sociologues du travail, où on va investiguer dans des milieux de travail particuliers la manière dont les gens s'y prennent pour réaliser leur activité de travail. On utilise des méthodes qui sont plutôt des méthodes qui s'appuient sur l'analyse du travail, l'analyse de l'activité, basée sur de longues heures d'observation, des entrevues qu'on mène avec les travailleurs, des entrevues d'autoconfrontation, c'est-à-dire on présente des données de la manière dont les gens s'y prennent pour travailler. On demande aux travailleurs de nous commenter un peu pourquoi ils travaillent de cette façon-là. Et dans le cadre de ces études-là, évidemment, les résultats qu'on essaie de sortir, c'est pas seulement des résultats qui permettent de décrire ou de comprendre ces façons de faire, mais on est aussi porté par une visée de transformation. Donc, comment cette connaissance-là nous permet de cibler ce qu'on appelle dans notre jargon des déterminants de l'activité de travail. Donc, ce sont des caractéristiques de l'environnement de travail qui vont soit être des ressources pour la personne au travail, soit être source de contraintes et avec lesquelles les personnes doivent composer pour réaliser cette activité. Donc, quand on regarde des phénomènes d'évolution un peu des populations en emploi, si on regarde plus finement, qu'est-ce qui se passe aussi? Eh bien, on constate que le vieillissement de la main-d'œuvre qu'on observe dans nos milieux de travail, bien, c'est pas seulement un effet de structure d'âge, il y a aussi une autre réalité qui, depuis une vingtaine d'années, est en progression de façon importante. Elle est identifiée ici par la courbe en rouge, c'est-à-dire c'est une participation de plus en plus importante, en fait, des femmes de 50 ans et plus dans les milieux de travail. Et si vous regardez la courbe rouge non pointillée, bien, ça représente l'évolution du taux d'activité des femmes de 60 ans et plus dans les milieux de travail. Ce qui fait en sorte qu'au cours des dernières années, le taux d'activité des femmes rattrape peu à peu le taux d'activité des hommes. Actuellement, en 2012, il y a un écart de 10 points de pourcentage qui sépare les deux. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que vous voyez finalement pourquoi, depuis un certain nombre d'années, des études terrain ont porté sur mais quelles sont les exigences, les caractéristiques particulières de ce travail que les femmes font dans les milieux de travail? Et c'est grâce aux études terrain, en fait, qui ont été réalisées au cours des 20 dernières années, qu'on a pu développer tranquillement de nouvelles variables à documenter dans les enquêtes de conditions de travail, qui concernent, par exemple, les exigences liées au travail répétitif. On disait, mais dans le fond, quel risque peut-il y avoir à faire un travail répétitif où on lève à peine quelques charges? Eh bien oui, on se rend compte maintenant qu'on est capable d'établir des liens importants entre les problèmes musculo-squelettiques et ce travail répétitif.
tout le travail qui concerne le travail de la relation de service, donc des postes d'infirmières, les auxiliaires familiales et sociales, les personnes qui travaillent en relation de service dans les milieux de travail, qui sont souvent des emplois féminins, ont certaines caractéristiques qui, maintenant, grâce à ces études terrain, on a pu documenter davantage dans les enquêtes des variables qui essaient de mesurer plus finement ces réalités. Je voudrais aussi en profiter pour vous parler d'une étude qu'on a réalisée il y a quelque temps dans les agences de location de main-d'œuvre qui embauchaient des infirmières en soins à domicile. Et ça a été très surprenant pour nous parce qu'au départ, on faisait une étude ouverte qui s'intéressait aux conditions d'emploi, conditions de travail, conditions de SST de ces infirmières. Et en fait, ce qu'on a pu constater, et je vais pouvoir vous mettre ça en lien avec ce phénomène, effectivement, de présence de plus en plus important des femmes qui avancent en âge dans nos milieux de travail, on a pu constater, à la fois par des données tirées de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, qu'en fait, la main-d'œuvre qu'on retrouvait dans ces agences était à forte majorité des infirmières qui avaient 50 ans et plus. Et on a eu la chance de rencontrer un certain nombre de ces infirmières, de les suivre aussi dans leur journée de travail dans différents établissements de santé parce qu'elles sont appelées à travailler dans plusieurs milieux de travail différents en fonction des demandes, en fait, d'effectifs que va formuler un hôpital. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, quand on s'intéressait un peu à leur parcours professionnel, à leur parcours de santé, ce sont tous des infirmières qui avaient développé une très forte expérience en travaillant de nombreuses années dans le secteur public. Quand on regardait ce parcours-là, on pouvait associer dans ce parcours professionnel un parcours de santé qui montrait comment, effectivement, la plupart d'entre elles présentaient avec le temps le développement de cycles d'usure physique, d'usure mentale également. Donc, plusieurs d'entre elles avaient passé au travers d'une ou de plusieurs épisodes d'épuisement professionnel tout au long de leur parcours professionnel. Et en fait, se retrouver pour travailler dans une agence de location de main-d'œuvre de soins infirmiers, pour elles, c'était une manière, en fait, de se maintenir dans le métier en se sortant un peu des conditions très difficiles qu'elles devaient vivre dans les établissements publics où elles devaient, par exemple, continuer à travailler sur des chiffres rotatifs, continuer à faire du travail de nuit, quand elles devaient également, éventuellement, devoir se taper des horaires de 16 heures. Et elles ne se voyaient pas capables, dans ce type de conditions-là, de pouvoir rester longtemps dans le métier. Et ça a été pour elles une façon, en fait, de se sortir du secteur public et de pouvoir continuer à exercer leur métier à un autre niveau. Mais effectivement, l'étude qu'on a pu montrer, c'est qu'à court terme, elles avaient un meilleur contrôle, effectivement, sur leurs conditions de travail qui leur garantissait un certain équilibre. Mais on constatait par ailleurs d'autres coûts assez importants en termes de gestion de la précarité, en termes d'expositions différentes aussi auxquelles elles étaient exposées par rapport aux infirmières qui se retrouvaient dans les établissements. Donc, c'était quand même un choix de préservation de leur santé qui, quand même, pouvait à long terme avoir d'autres impacts sur leur santé et leur sécurité. Un autre phénomène, lorsqu'on scrute, on essaie de scruter un petit peu les données qu'on a sur les taux d'activité. Je vous ramène complètement dans l'autre bout du spectre, c'est qu'on constate effectivement aussi que depuis le début des années 2000 à peu près, chez les très jeunes travailleurs, une progression, une évolution plus marquée, en fait, de la présence des étudiants travailleurs dans nos milieux de travail. Donc, on voit dans la courbe rouge une progression importante de ces 15-19 ans étudiants qui investissent de plus en plus les milieux de travail, ce qui nous a amené, comme ergonomes, à commencer à s'intéresser à cette problématique du cumul travail-études et des effets précoces de ce cumul sur la santé et la sécurité de ces jeunes travailleurs. Alors, quand on essaie de regarder un peu qu'est-ce qui se passe quand on essaie d'étudier les relations les relations entre l'âge et la santé-sécurité, bien évidemment, on a déjà regardé un peu l'évolution qu'on peut voir en fonction de l'âge de différents indicateurs de risque classiques tels que Patrice nous a présentés ce matin. Et ça nous permet, à partir évidemment du traitement de certaines données administratives, de pouvoir tirer certains portraits de ces différences en termes d'indicateurs de risque en fonction de l'âge. Alors ici, j'ai repris un indicateur qui est fait depuis de nombreuses années à l'IRSST par notre équipe de démographes
qui rapporte en fait le taux de fréquence ETC des lésions professionnelles avec perte de temps indemnisée et qu'on rapporte évidemment qu'on est capable de comparer d'une part en fonction du sexe des travailleurs, mais également de la profession qu'ils occupent. Donc, qu'est-ce qu'on constate évidemment? C'est que les jeunes hommes manuels présentent effectivement un taux de fréquence ETC plus élevé et que ce taux de fréquence, en fait, tend à diminuer en fonction de l'avancée en âge. Particulièrement à la fois chez les professions manuelles, mixtes et non manuelles. Du côté des femmes, vous voyez déjà que le portrait est un peu différent, où finalement ce taux de fréquence est beaucoup plus élevé chez les 44 ans. Et évidemment, quand on vous présente ces chiffres-là, il faut évidemment les associer au type d'emploi que les gens occupent. Mais on voit déjà un pattern différent entre les hommes et les femmes sur la progression de ce taux de fréquence ETC. Quand on regarde maintenant le portrait un peu de la durée moyenne d'indemnisation, on est dans une autre évolution possible, c'est-à-dire là, on constate qu'effectivement, les plus jeunes travailleurs vont peut-être se blesser plus souvent, mais en termes de gravité mesurée à l'aide d'un indicateur sur la durée moyenne d'indemnisation, à ce niveau-là, ces durées moyennes sont beaucoup plus courtes chez les jeunes travailleurs que celles qu'on peut effectivement mesurer pour les travailleurs de 55 ans et plus. Cette différence-là se constate également chez les hommes et chez les femmes. Et on voit à peu près, si on regarde, si on compare un peu les durées moyennes d'indemnisation chez les hommes, par exemple, qu'il y a à peu près 100 jours qui peut séparer les absences chez les jeunes par rapport aux absences des travailleurs plus âgés. On n'a pas aucune information dans la base de données de la CSST sur les blessures qui touchent les élèves. Alors, Isabelle vous a présenté une enquête qui a été réalisée auprès d'à peu près 60 000 jeunes du secondaire au Québec en 2010-2011 dans 470 écoles différentes. Alors, cette enquête nous permet déjà d'avoir un peu une idée de ce qui peut se passer en termes de blessures au travail pour ces très jeunes travailleurs. Donc, dans cette enquête, parmi les jeunes, évidemment, qui avaient déclaré occuper un emploi pendant l'année scolaire, bien, on constate effectivement que la proportion d'élèves qui déclarent avoir été blessés ou failli être blessés au travail va effectivement croître doucement d'un ordre secondaire à l'autre. Mais on constate déjà que chez les garçons, par exemple, on a déjà 1 jeune sur 3 qui travaille en secondaire 1 qui déclare quand même s'être blessé au travail. Donc, c'est un parcours de blessures très précoces qui peuvent finalement venir s'insérer dans ce parcours professionnel. Ces jeunes de 12-13 ans, ben, ils vont probablement travailler jusqu'à 65, 70 ans. Donc, il faut regarder ça dans la durée, comment, on n'a pas du tout d'idée de ça pour l'instant, mais comment, effectivement, ces premières blessures pourraient éventuellement avoir des conséquences sur certaines douleurs chroniques qui pourraient se développer avec le temps. D'autres analyses qui ont été utiles un peu pour documenter les travaux qu'on fait ensuite sur le terrain, c'est des études qui avaient été réalisées à la fin des années 90 par Esther Cloutier et son équipe, qui s'intéressaient à voir si, dans le fond, est-ce que les scénarios d'accident différaient en fonction de l'âge des travailleurs. Donc, dans cette étude qui avait été réalisée dans 3 ministères, donc au niveau de la santé et des services sociaux, administration provinciale et administration municipale, ils avaient étudié finalement les profils, les scénarios d'accident pour différents métiers en utilisant des méthodes d'analyse multidimensionnelle de données, soit par exemple l'analyse factorielle correspondance, les analyses de classification hiérarchique ascendante. Alors, ce type d'analyse-là permettait de définir des scénarios types d'accidents qu'on croisait après avec l'âge des travailleurs. Ce qu'on constate, dans le fond, dans cette étude, c'est les emplois qui sont à risque pour tout le monde. Que tu sois jeune, que tu sois plus âgé, au mi-temps de la vie, un emploi à risque, donc la nature même d'un travail qui se réalise dans certaines conditions, il n'y a pas de différence en fonction de l'âge. Ce sont des emplois à risque pour tous les âges. Par contre, on constate, quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau des scénarios, qu'il y a quand même des différences sur les types de scénarios qu'on peut en dégager. C'est-à-dire les scénarios où on retrouve plus des problèmes, des accidents ou des blessures liées à des efforts excessifs
qui vont entraîner des blessures au dos, aux épaules, qui vont survenir en manipulant un objet, bien, c'est quelque chose qu'on semble observer plus fréquemment chez les jeunes travailleurs. De l'autre côté, on observe beaucoup plus de relations entre des scénarios du type chute, frappé par, heurt, coincement, chez les travailleurs plus âgés. Quand on regarde ça du point de vue de ce type d'analyse plus statistique, on est capable de mettre en lien directement ces résultats avec d'autres études terrain qui ont été réalisées par des ergonomes qui se sont intéressés aux relations entre âge, travail et santé et qui avaient montré et qui montrent encore comment les travailleurs âgés, avec l'expérience, sont capables de développer des stratégies, des savoir-faire de prudence et de métier qui, dans certaines conditions, vont leur permettre en partie de se protéger des risques de l'environnement de travail. Mais plusieurs de ces travaux-là montrent comment certaines conditions sont plutôt défavorables au développement de ce type de stratégie-là et, dans certains cas, peuvent mettre en échec la mise en œuvre de ces stratégies de prudence qui se développent avec l'expérience. Donc, quand on regarde ça, suite à ce type de travaux-là, on s'intéresse à savoir, mais dans le fond, est-ce que les jeunes travailleurs et les travailleurs plus âgés sont-ils exposés au même type de contraintes de travail? Est-ce qu'il y a des conditions qui peuvent être plus favorables que d'autres pour aider au développement de ces stratégies de prudence et liées à l'expérience? Alors évidemment, quand on se pose ces questions-là, on peut encore se tourner du côté des données d'enquête, particulièrement les données d'éco-tests, mais on peut aussi faire une relation avec certaines études de terrain qu'on peut réaliser. Puis ici, je vais vous parler plus particulièrement, brièvement, de quelques résultats qui sont tirés des études qu'on fait sur les conditions favorisant une intégration sécuritaire et compétente des nouveaux travailleurs, et ce, dans le secteur minier. Donc, si on regarde au niveau des enquêtes, bien sûr, ce qu'on voit tout de suite, c'est évidemment, et on s'y attendait, une répartition différenciée. La proportion des travailleurs d'âge différents ne vont pas se retrouver tous de la même façon dans la même catégorie professionnelle. Donc, ici, ce qu'on constate surtout, c'est une concentration plus importante, en fait, des travailleurs de 15 à 24 ans dans un regroupement qui concerne plus les manœuvres, les personnels ou les ouvriers non qualifiés, où plus de 50% des 15-24 ans vont se retrouver. Quand on regarde les autres groupes d'âge, on voit plutôt une répartition, en fait, un petit peu plus égale dans les différents types de catégories professionnelles, avec évidemment peut-être une légère une surreprésentation dans la catégorie des cadres supérieurs des travailleurs, cette fois-ci, de 55 ans et plus. Donc déjà, on s'attend évidemment, en voyant ça, que l'exposition aux contraintes de travail va, en tout cas on soupçonne, varier en fonction de l'âge, si on va plus à fond dans l'étude de certaines de ces conditions qui ont été documentées à l'aide de l'étude éco-tests au Québec. Ces données-là sont évidemment comparables aux données qui ressortent de la plupart des enquêtes européennes qui portent sur les conditions de travail depuis une trentaine d'années. Donc, on n'est pas différent que ce qui a pu être observé dans différents pays européens à ce niveau-là. Ce qu'on constate, évidemment, c'est, dans le fond, peu importe l'âge, les travailleurs, une certaine portion de travailleurs sont exposés à une diversité de contraintes physiques. Il semble qu'il y ait une légère baisse de la proportion des travailleurs exposés à certaines de ces contraintes en fonction de l'avancée en âge. Mais ce qui nous a surpris, nous, beaucoup, quand on a regardé ces données-là au départ, c'est de constater toutefois que la baisse relative au niveau de l'exposition aux gestes répétitifs, donc où les gens déclaraient être exposés à des gestes répétitifs souvent et tout le temps, bien, il y a une légère baisse, effectivement, mais un plafond qui se fait, et même jusqu'à très avancé, mais plus avancé en âge dans les milieux de travail, on constate que plus de 50% des travailleurs vont déclarer être exposés à ce type de contraintes physiques. Alors évidemment, ça vient questionner un peu certaines données des études terrain qui ont démontré comment les travailleurs plus âgés peuvent peiner à tenir des cadences, à devoir faire du travail répétitif. Donc, le temps, la composante contrainte de temps devient quelque chose qui peut éventuellement
amener ces travailleurs-là à essayer de se sortir de certains emplois ou de les précipiter dans un départ plus rapide que peut-être prévu à l'extérieur du marché du travail. On sait évidemment également depuis longtemps qu'il y a un lien entre le cumul de contraintes physiques et le risque de développer une lésion, un accident de travail traumatique. Donc évidemment, quand on regarde au niveau des données de l'éco-test, on a une légère surreprésentation, dans le fond, des travailleurs de 15 à 24 ans qui semblent cumuler davantage l'exposition à certaines contraintes, par exemple pour les membres supérieurs, pour le dos. Et cette diminution, en fait, le pourcentage de travailleurs exposés à ce cumul de contraintes semble diminuer effectivement avec l'âge. Sachant cela, on s'est dit, mais dans le fond, allons voir dans certains milieux de travail, qu'en est-il des conditions où on place les nouvelles recrues, où on pensait effectivement trouver plus de jeunes travailleurs. Donc, dans certains milieux considérés plus à risque, comme par exemple le secteur minier, on a eu envie de s'intéresser finalement, mais à quoi consistent ces postes d'entrée qui permettent finalement à des jeunes travailleurs de rentrer dans un secteur et de développer tranquillement, d'apprendre en fait le métier dans des secteurs qui sont quand même reconnus à risque par nos indicateurs. Alors, je vous donne l'exemple ici du poste d'entrée dans une mine à ciel ouvert. C'est un poste de camion. Tous les petits garçons, tous les garçons que nous rencontrons rêvent de conduire ces camions de 100 tonnes, 60 tonnes. Enfin, bref, on s'est intéressé à ce poste-là, qui est dans les mines à ciel ouvert. Soit tu rentres journalier ou tu rentres sur ces postes d'opérateurs de camions. Essentiellement, ces postes-là visent à transporter. L'opérateur de camion est chargé de transporter le minerai ou le stérile du chargement vers soit un concasseur ou une décharge. Et puis, il va faire ce cycle-là pendant tout son quart de travail. C'est considéré dans les milieux de travail comme un poste assez facile à apprendre, qui n'a pas vraiment d'enjeu de production, c'est-à-dire que ce n'est pas un poste qui est central pour la production de la mine, comme d'autres postes d'opérateurs. Et finalement, après quelques jours, on est capable assez bien de maîtriser ces mastodontes. Alors, les ergonomes de l'équipe, évidemment, ont passé quelques jours en présence d'opérateurs et novices et expérimentés sur ces camions, assis dans le camion, à essayer de comprendre un peu cette activité de travail, à pouvoir effectivement se faire expliquer les différentes particularités de la conduite de ce genre de camion-là, d'essayer d'identifier aussi les déterminants de cette activité pour finalement se rendre compte que cette activité, elle est peut-être beaucoup plus complexe qu'on y pense. Alors oui, on a un cycle où on doit apprendre à opérer un camion, mais ce camion s'inscrit dans un système de production beaucoup plus large, dans un environnement qui est changeant, qui présente toute une série de risques. Donc, on doit apprendre effectivement à conduire ce camion, mais en croisant d'autres véhicules. On doit éventuellement aussi réussir à maîtriser, à dépister des conditions de route qui peuvent être dangereuses et qui peuvent nous amener à déraper avec le camion. Donc, une foule d'éléments aussi à apprendre sur comment on communique avec les autres opérateurs d'équipement qui vont nous aider à nous positionner au chargement, au déchargement, et éviter, par exemple, que le camion tombe d'un niveau à l'autre de la fosse. Donc, toute une série d'éléments assez complexes à apprendre. Et si je vous en parle, c'est qu'en fait, la représentation qu'on a d'une activité sur un poste d'entrée, vous comprendrez bien que tout de suite, c'est à mettre en lien avec comment on va structurer l'accueil, la formation, le compagnonnage et la transmission des savoirs sur ces postes-là. Donc, on se rend compte que l'intérêt d'essayer de mieux comprendre les exigences d'apprentissage sur ces postes d'entrée permettent évidemment d'agir ensuite sur une bonification de ces dispositifs d'accueil et d'intégration dans les milieux de travail qu'on souhaite effectivement bonifier compte tenu du fait qu'on sait depuis très longtemps que le premier mois à l'embauche est un mois à risque en termes de lésions professionnelles, et ce, qu'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé. La dernière grande famille, en fait, de travaux qui se sont intéressés, quand on aborde la question de l'âge et de la santé-sécurité, c'est en sachant qu'effectivement, avec l'expérience, les travailleurs
plus âgés développent des façons de faire, des stratégies de prudence. Y a-t-il des conditions qui peuvent être plus favorables que d'autres pour que puissent se transmettre ces stratégies, ces savoirs qui permettent de développer ces stratégies? Et là, ici, c'est vraiment les études terrain qui viennent finalement nous donner un regard sur cette réalité. Et on va voir un peu comment ces études terrain, ils permettent aussi de nous donner une façon d'interpréter certaines données qui apparaissent dans les grandes enquêtes qui portent sur les conditions de travail. Pour faire une histoire assez courte, grosso modo, l'étude qu'on a réalisée, on a fait ça pour près de 4 métiers, les techniciens du cinéma, les infirmières, les auxiliaires familiales et sociales et les aides en alimentation. Évidemment, il y a des résultats particuliers pour chacun de ces métiers. Ce qui est transversal, grosso modo, c'est que dans les milieux de travail, les travailleurs effectivement plus expérimentés, souvent anciens, sont très, très, très sollicités dans ce rôle de transmission des savoirs. Ils vont très souvent jouer ce rôle tout en devant quand même réaliser leur propre activité de travail. Donc, l'activité de transmission vient s'ajouter à l'activité productive qu'ils ont à réaliser au quotidien. Mais on se rend compte aussi que même dans des milieux où il y a des mécanismes de jumelage qui sont réalisés, le collectif autour est toujours mis à profit dans cette transmission, soit parce qu'il va récupérer le travail de la personne qui prend en charge la recrue pour essayer de lui montrer des choses, ou simplement en termes de soutien, pour donner d'autres trucs, d'autres informations, pour jouer un rôle de ressource, un rôle de ressource très, très important pour les nouveaux qui vont rentrer sur les milieux de travail. Donc, et on a pu identifier certaines conditions qui permettent finalement, qui facilitent cette transmission des savoirs, dont particulièrement une charge de travail équilibrée, c'est-à-dire dès qu'il y a effectivement contrainte de temps, surcharge de travail, tout de suite, les possibilités en fait d'échange, de transmission sont complètement mises en échec. Donc, ça prend du temps, faire ça aussi. Donc, si je suis dans une contrainte très forte de production, il y a des bonnes chances, finalement, que cette transmission-là ne se fasse pas et qu'on relègue les recrues sur des tâches connexes puis sur lesquelles il n'y a plus d'apprentissage. On a aussi mis en évidence l'importance de la reconnaissance de ces savoirs d'expérience. Très souvent, on dit « Ouais, mais eux, ça fait longtemps qu'ils travaillent comme ça, ils travaillent pas bien, on sait pas trop. Tant mieux, il y a des jeunes qui arrivent, ça va nous permettre de brasser les choses. » Alors, il y a, dans certains cas, un déni quand même de l'intérêt de certains savoirs d'expérience qu'on gagnerait effectivement à transmettre et à faire, à échanger avec les nouvelles recrues qui rentrent sur le marché, dans le milieu de travail. Alors, quand on regarde ces éléments-là et qu'on s'intéresse à voir finalement, qu'en est-il sur des questions qui caractérisent un peu l'environnement organisationnel, qui ressortent en fait des grandes enquêtes, ce qu'on constate effectivement, c'est qu'en fonction de l'âge, on voit bien, avec la courbe jaune, que finalement, il semble que la proportion de travailleurs qui déclarent être exposés à une demande psychologique élevée semble diminuer tranquillement. Mais elle reste quand même assez importante, autour de 30% de personnes donc qui se disent exposées à cette demande psychologique élevée. Et on constate par contre aussi une progression avec l'âge, à la fois du fait de dire qu'on ne reçoit peu de soutien social dans notre milieu de travail et qu'on ressent aussi peu de reconnaissance par rapport à l'apport qu'on peut avoir dans le travail. Quand on voit l'importance de cette reconnaissance et l'importance aussi du soutien des collectifs, ces résultats-là nous interpellent en se disant, mais dans le fond, si on veut effectivement travailler pour une meilleure transmission des savoirs de prudence, mais pas seulement de savoirs de prudence, des savoirs de métier qui garantissent aussi, dans plusieurs cas, la qualité et la production des entreprises, donc un peu la performance des entreprises, bien, on a peut-être, comme collectif de travail et comme entreprise aussi, à essayer de travailler un peu plus à soutenir cette reconnaissance et à faire en sorte que les solidarités se construisent au sein des collectifs. Donc, cette présentation, en fait, j'essayais, à travers quelques exemples qui font le lien entre des données qu'on est capable de tirer des grandes enquêtes sur les conditions de travail et quelques données tirées des études terrain, de montrer en fait l'apport réciproque, comment finalement ces études statistiques peuvent effectivement orienter certains choix en termes d'études terrain, mais que les études terrain vont pouvoir aussi, à travers les résultats qu'elles produisent, alimenter
les variables, les données qu'on va essayer de documenter par les plus grandes enquêtes portant sur les conditions de travail. Alors, je vous remercie.